Vendredi 11 septembre 2020, bienvenue à la grande édition sur Esaü TV, les titres. Le 11 septembre 2001, 11 septembre 2020, déjà 19 ans que les tours jumelles de la World Trade Center ont été frappées par des avions. Dr Dramane Boukoe va analyser dans ce 19h l'impact de cet attentat sur les autres régions du monde. Le jeu à Rwandou nous sera dévoilé par ses pratiquants dans un instant. Le village de Tilawa, dans la commune de Karimama, observe les mesures barrières à la COVID-19 malgré les nombreux défis auxquels il fait face selon Léonce Gamaï, un journaliste du site internet Banuto. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à Esaü. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/Esaü 2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence à un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. La communauté internationale commémore ce 11 septembre 2020, le 19e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, une commémoration marquée en lettres d'or par les candidats à la présidentielle de novembre prochain aux États-Unis. Le président américain Donald Trump et son challenger démocrate Joe Biden ont arrangé leurs agendas pour se recueillir en Pennsylvanie, à l'endroit même où un de ces avions s'est écrasé. Plus jamais ça. C'est l'engagement pris par la communauté internationale en 2001. 19 ans après, qu'y a-t-il de changé? Le docteur Dramane Boukoe, un enseignant spécialiste des relations internationales, émet son commentaire sur le plateau de Esaü TV. Suivez. Je crois que 11 septembre 2001, c'est un triste souvenir, pas seulement pour le peuple américain, mais également pour le monde entier. Parce que quand on parle du terrorisme, aujourd'hui, aucun pays, que ce soit en Afrique, en Asie, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, personne n'est épargné. Et je crois que quelque part, nous devons commémorer avec le peuple américain et également avec les martyrs donc, du terrorisme et du djihadisme. Moi, je crois que quelque part, 19 ans après les attentats du 11 septembre 2001, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de la communauté internationale pour essayer donc, de sécuriser un tant soit peu donc, les populations. Mais je crois qu'on ne doit pas se limiter, puisque effectivement nous avons vu, c'était le président Bush Junior qui était aux affaires. Et il y a quelque chose qui a été dit, je me rappelle encore, si mes souvenirs sont bons, plus jamais ça aux États-Unis. Oui. Plus jamais ça. Et effectivement, des mesures ont été prises par le Pentagone pour que ceci ne se reproduise plus sur le sol américain. Mais je voudrais quand même attirer l'attention des acteurs des relations internationales. Je voudrais attirer l'attention de la communauté internationale, qu'on puisse également voir qu'il y a plusieurs 11 septembre qui se reproduisent ailleurs, qui se reproduisent au Proche-Orient, qui se reproduisent au Moyen-Orient, qui se reproduisent en Afrique subsaharienne. Je veux parler donc de la Somalie en Afrique. Je voudrais revenir sur ce qui se passe dans la région des Grands Lacs. Oui. Etc. Et je crois que nous avons connu en 1994 donc, également un génocide donc, qui a fait en sorte que 800 000 Tutsis en majorité ont perdu la vie. Ce qui fait, quand vous constatez, parce que 800 000 morts,
ça vous fait, en 3 mois, ça vous fait un 11 septembre tous les jours pendant 4 ans. Que la communauté internationale ne reste pas passive par rapport à tout ce qui se passe dans ces régions d'Afrique, dans ces régions du Moyen-Orient, qu'on ne puisse pas concentrer les efforts de lutte contre le terrorisme seulement aux États-Unis ou ailleurs. Non, je crois que quelque part, les 11 septembre que nous vivons un peu partout, également au Burkina Faso, doivent être pris en compte par la communauté internationale pour que nous puissions arrêter la saignée. Parce que nul n'a intérêt. Ce qui se passe en Afrique également doit concerner l'Europe, doit concerner l'Amérique. Donc, parce que les conséquences sont collatérales. Il y a ce qu'on appelle, les conséquences collatérales qui, aujourd'hui, puisque s'il y a le djihadisme qui se développe en Afrique subsaharienne, l'Europe sera atteinte et par ricochet les États-Unis et également les autres continents. Une brève dans cette édition par le décret 2020-362 du 22 juillet 2020 portant financement des partis politiques pour l'année 2020. L'État béninois a mis en place pour le financement des partis politiques légalement constitués et remplissant les conditions pour bénéficier de la somme de 3 milliards selon le décret numéro 2020-362 du 20 juillet 2020. Un décret signé par le chef de l'État, le président Patrice Talon. La part des financements à recevoir au titre de l'année 2020 couvre les 2 derniers trimestres de l'année, s'élève à 1,1 milliard de francs CFA. La commission électorale autonome, la Sénat, se chargera de la répartition de cette manne. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le réseau des acteurs de changement de l'éducation au Bénin, RADEP, et le scoutisme béninois se sont engagés depuis quelques mois dans la vulgarisation du plan sectoriel de l'éducation PSE 2018-2030 grâce à l'appui de l'Union européenne. Mis en œuvre dans 6 communes du sud et du centre du Bénin, le projet vise à encourager l'implication des acteurs à divers niveaux pour une meilleure implémentation du PSE. Le mercredi dernier, sous l'égide du coordonnateur Bruno Gansa, les membres du jury citoyen de Koulekamé sont allés rendre compte du travail effectué depuis avril 2020 au conseil communal. Compte rendu, c'est Tondé Larios à Diagbeno. Prendre langue avec les élus communaux pour une meilleure mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation PSE 2018-2030 à Koulekamé. Le réseau des acteurs du développement de l'éducation au Bénin RADEB, en consortium avec le scoutisme béninois, vient restituer le travail abattu depuis avril 2020 par le jury citoyen mis en place à cet effet au conseil communal. Au regard des enjeux d'éducation prévus par le plan sectoriel de l'éducation à l'horizon 2030 et eu égard aux réalités du terrain issues de la collecte de données auprès de la population recommande. Pour la couverture en école maternelle, monsieur le maire, que les autorités communales fassent plus d'efforts pour une meilleure couverture de toute la commune en investissant davantage dans ce sous-secteur qui constitue la fondation du système. Sur l'aspect de la bonne gouvernance, que les autorités communales organisent davantage les IEC en direction de toute la population sur les documents de planification de la mairie en matière d'éducation. Le partage d'informations aidera la population à changer positivement du comportement, participer aux actions de développement de la commune et partant de la nation. Pendant des mois, les jurés ont sillonné plusieurs localités de la commune pour entretenir la communauté éducative sur le bréviaire du système éducatif béninois adopté en 2018 par le gouvernement. Chez nous, c'est la mobilisation. Ce n'est pas encore, nous ne passons pas aux actes de façon pratique dans les écoles, ni dans les villages, non. Nous mobilisons des jeunes et la communauté éducative autour du plan qui est élaboré pour nous tous. Parce que les documents sont élaborés, bien élaborés alors, et c'est saisi par d'autres pays qui mettent cela en pratique et réussissent. Donc nous avons dit, il est important que la base comprenne cela. L'objectif spécifique, c'est de contribuer, parce que nous ne pouvons pas tous faire ça, à la consolidation d'une gouvernance locale inclusive dans le secteur de l'éducation. À l'horizon 2030, l'État, à travers le PSE, envisage rompre dès la base avec le mythe du diplôme accordé au profit des compétences et valoriser les qualifications techniques et professionnelles adaptées à l'évolution des métiers. Les conseillers communaux louent l'initiative du RADEB tout en faisant des contributions pour l'amélioration de son implémentation. Je proposerais de bien vouloir plaider au niveau supérieur de nous envoyer des enseignants qualifiés pouvant
rendre le travail plus efficace pour maintenir les apprenants dans les écoles pour que la déperdition que nous constatons baisse de façon drastique. Aujourd'hui, l'éducation dans la commune cause un problème d'abandon par-ci par-là, problème de suivi, qui fait que les gens sortent mais ne trouvent rien à faire. Donc si par rapport au travail que le réseau est en train de faire, on a vu que ça va impacter positivement la commune. C'est un projet qui veut l'évolution de nos apprenants aujourd'hui. Et si, après les études, ce que nous avons dit, un enfant qui abandonne les cours, s'il peut suivre les cours d'apprentissage et évoluer, ça c'est très bon. Le projet de suivi du plan sectoriel de l'éducation PSE 2018-2030 est mis en œuvre dans 6 communes, Popa, Poulekamé, Tangbo, Pobé, Tidja et Glazoué, grâce au soutien financier de l'Union européenne. Le plan sectoriel de l'éducation PSE 2018-2030 présente une architecture en 3 blocs, à savoir l'éducation de base, la post-éducation de base et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le coordonnateur du suivi de sa mise en œuvre, Bruno Gansa, décline le document. Le bloc 1 prend l'éducation de base. C'est-à-dire que les enfants doivent avoir les fondamentaux pour ne plus jamais revenir dans l'alphabétisme. Ça, c'est fondamental. Il est important d'apprécier ce plan-là par rapport à cette approche et à cette option. Donc les enfants, quand ils rentrent à l'école, à l'âge de 3 ans à la maternelle, ils y font 2 ans. Puis après, ils vont au cours primaire où ils font 4 ans. Ils font 6 ans au cours primaire et ils vont jusqu'au niveau du collège. Premier cycle, ils font 4 ans. En tout, ils font 12 ans d'études. On a estimé qu'avec 12 ans d'études, ils pourraient avoir les fondamentaux pour ne plus être un illettré. Mais le dernier conseil des ministres vient de prolonger cette éducation de base jusqu'en classe de terminale, où les enfants pourraient sortir avec 18 ans, donc la majorité civile, et qui pourraient déjà être mûrs vraiment pour s'engager dans la vie sociale, dans la vie active. À côté de cet aspect formel de l'éducation, il y a le non formel, l'aspect non formel. Et c'est ça qui est très important que nous avons expliqué aux conseillers. Et je parie qu'ils ne maîtrisaient pas ça. Il n'y a que tous ceux qui n'ont pas été à l'école ou qui ont décroché très tôt, qui n'ont pas pu aller loin, ils sont récupérés dans les centres où il y a les programmes, où sont mis en œuvre les programmes de cours accélérés. Ils font 3 ans au lieu de 6 ans pour aller au CEP. Et il y en a qui ont réussi, qui sont allés même au collège. Donc c'est très important pour ça. On leur donne une deuxième chance pour pouvoir bénéficier, jouir de leur droit à l'éducation. Alors donc, ceux qui sont déjà en apprentissage font leur apprentissage et ils viennent étudier. Et ils passent le CQM et puis après le CQP. Le CQM, c'est le certificat de qualification au métier. C'est le niveau premier, ça. Le niveau 2, qui permet d'être donc des professionnels et d'encadrer les autres, c'est le CQP, certificat de qualification professionnelle. Alors tous ceux qui vont prendre part à l'aspect formel vont continuer après au lycée. Donc ils seront orientés, il y a 2 lycées, 2 sortes de lycées, lycée d'enseignement secondaire général et lycée d'enseignement technique ou professionnel. Alors, ce que l'État a dit et qui, moi, m'a beaucoup enchanté, c'est l'État est sorti des sentiers battus, c'est qu'on mettra à disposition des lycées pour 70% des enfants qui sortent de la 3e. Et de l'autre côté, le côté non formel, c'est que tous ceux qui n'ont jamais été à l'école, tout ça va passer par l'école formelle, ou qui n'ont pas eu l'occasion de faire le programme de cours accéléré, ils sont pris dans un programme qu'on appelle alphabétisation et éducation des adultes, développement des compétences ou renforcement des capacités. Ceux qui sont déjà en activité, qui sont déjà hommes de métier, femmes de métier, dans l'alphabétisation qui va se faire, donc ce n'est plus alphabétiser pour alphabétiser, c'est une alphabétisation fonctionnelle.
sociale, ils pourront connaître beaucoup de choses par rapport à leur métier. Ils auront beaucoup plus d'ouverture pour leur métier. Et mieux, ils vont comprendre les droits et devoirs du citoyen, ils vont comprendre comment se comporter dans la société. Et nous pensons que ça va réduire certainement le manque d'hygiène, donc ça va réduire les maladies, ça va réduire l'insécurité, parce que les gens seraient à même de travailler et de supporter les enfants et d'aider les enfants à pouvoir réussir. Et ils travaillent bien, mais on gère mal peut-être ce qu'on récupère de son métier. Donc c'est sûr qu'ils vont améliorer aussi la production qu'ils font là. Ils vont améliorer cela. Ils ont des techniques, des approches pour améliorer ce qu'ils font. Donc nous pensons que c'est un atout pour notre pays et on doit se saisir de cela. Et ça c'est donc le bloc 2 qui comprend les lycées et l'aspect non formel, éducation des adultes, alphabétisation, renforcement des capacités, tout ça. Le bloc 3 prend l'enseignement supérieur avec toutes ces filières. Voilà. Dans un autre registre, Léonce Gamaï, journaliste à Banuto, reçu sur Café Média Plus de ce vendredi 11 septembre 2020, a partagé avec les hommes de médias son reportage portant sur les défis économiques et sécuritaires du village Tilawa dans la commune de Karimaman. Suivez ce compte rendu que nous proposent Latifat Kowenou et Jefté Hungue. Tilawa est un village béninois, mais déconnecté du Bénin et beaucoup plus connecté au Niger. Alors c'est le village qui se trouve, comme je l'ai dit, entre la rivière, le fleuve Niger, la rivière Mekrou, le parc W. Donc, pour faire le commerce, la population traverse juste le fleuve Niger avec 100 francs, 200 à pirogue et puis ils sont de l'autre côté pour aller au marché parce que le village nigérien de l'autre côté a un marché. Alors, le Tilawa se trouve dans l'arrondissement de Monsey. Et Monsey, c'est le dernier arrondissement béninois. Pour quitter le centre de Monsey, donc Monsey, c'est comme je disais, Tilawa est dans l'arrondissement de Monsey. Donc, pour quitter l'arrondissement central, le centre de l'arrondissement pour le village qui est Tilawa, il n'existe pratiquement pas de voie. C'est une voie tortueuse avec des pierres, tantôt des bas-fonds, tantôt de la poussière. Et les populations nous ont dit, mais écoutez, si nous avons un malade, en lieu de place de le prendre de Tilawa et traverser toutes ces voies, emprunter cette voie tortueuse-là, mais on préfère, avec la pirogue 100 francs 200, traverser la rivière et aller de l'autre côté au Niger pour soigner nos malades. Et plus encore, il y a un village non loin de Tilawa qu'on appelle Petinga, qui est aussi doté d'un centre de santé. Mais là encore, le problème de voie d'accès entre Tilawa et Petinga se pose. Donc, in fine, les populations préfèrent aller se soigner, lorsqu'elles sont malades, préfèrent aller se soigner à Bumba. Voilà, c'est le village qu'on appelle Bumba. À Bumba, qui est le village de l'autre côté du Niger. C'est une zone qui s'inonde régulièrement. Quand on parle de Karimaman, c'est voilà. une inondation et surtout, cyclique. voilà, cyclique. Et surtout le village de Tilawa, c'est une zone qui s'inonde régulièrement. On a trouvé là-bas une population résiliente, mais qui est de plus en plus animée par la peur. Animée par la peur parce que, si vous avez bonne mémoire, je crois que c'était en début 2020, il y avait cette information de la Lettre du continent, que la Lettre du continent avait fait passer, faisant état de ce que des djihadistes sont présents dans le parc W, donc dans le parc W. Et à l'époque, nous, à Banuto, on avait essayé de checker au niveau des sources sécuritaires béninoises, qu'il avait confirmé, mais je pense aussi que l'article de la Lettre du continent avait dit, mais en précisant que les djihadistes sont du côté burkinabé du parc. Parce qu'il faut le préciser, le parc W est une réserve transfrontalière partagée entre le Bénin, le Burkina et le Niger. Donc les informations qui nous sont parvenues faisaient état de ce que les djihadistes sont dans la zone burkinabé du parc. Donc ils utilisent cette zone-là comme leur base arrière. Et il se fait que dans ces localités reculées-là, de Karimaman, notamment Tilawa, l'information est parti comme ça, de bouche à oreille, qu'il y a des djihadistes dans le parc. Et comme c'est un village à la lisière du parc, les populations vivent dans la peur. Pour elles ne se disent pas, est-ce que les djihadistes sont du côté nigérien, du côté burkinabé ou du côté béninois du parc. Pour elles, il y a des djihadistes dans le parc qui peuvent nous attaquer à tout moment. Donc, il y a une certaine peur. Et j'oubliais, à Tilawa, il n'y a pas de l'eau potable. Les populations se lavent avec
l'eau de soit du fleuve ou même de la rivière Mécro. L'eau qu'elle consomme, nous avons identifié un puits dans le village, mais la couleur, d'abord quand nous sommes arrivés là, le fleuve, l'eau du fleuve et l'eau de la rivière Mécro avaient une couleur poussière sale. Mais la couleur de l'eau du puits n'était pas trop loin de celle de la rivière et du fleuve. Les femmes utilisent du alum pour traiter l'eau avant de la consommer. Malgré les difficultés auxquelles la population fait face, elle respecte les mesures barrières pour prévenir la pandémie mondiale et elle a également su mettre en place un moyen pour s'alimenter en énergie électrique. Ce qui est surprenant, et c'est là où je disais en fait la magie des nouvelles technologies aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est vrai que les populations n'ont pas de radio, n'arrivent pas à capter de radio béninoise, mais elles sont informées de tout ce qui se fait au Bénin, de toutes les grandes décisions, de toutes les mesures. Donc, même dans ce coin reculé, les populations étaient informées de l'existence du coronavirus. Elles étaient informées des mesures recommandées par le gouvernement. C'est vrai que quand on dit coronavirus, ce n'est pas que le gouvernement béninois, le gouvernement nigérien a aussi recommandé des mesures, mais nous leur avons posé des questions sur la question des mesures du Bénin. Elles sont informées. Voilà, elles sont informées. Donc, l'information, c'est à travers les smartphones. Il y a des jeunes de la localité qui ont des smartphones. Donc, quand les jeunes ont l'information est ensuite rapportée, relayée auprès des parents et diffusée. Donc, même à Tilawa, donc même dans ce dernier village-là, les gens sont informés de l'existence du coronavirus, y compris dans les autres localités de Karimama. Mais chose curieuse, le respect des mesures barrières, des mesures de protection, c'est pas leur tasse de thé. Pour finir, nous nous sommes dit, ok, vous allez sur un terrain pour ressortir les défis socio-économiques et sécuritaires de la commune, mais également on voit, puisque c'est une communauté assez résiliente, c'est de voir comment est-ce que les gens s'adaptent à leurs difficultés. Donc nous avons découvert là-bas que les gens utilisent les moulins comme source d'énergie. Comment est-ce que les moulins contribuent à éclairer, à fournir de l'énergie à Karimama? Donc le moulin Zomon, le moulin qu'on prend pour moudre du maïs et autres, il y a certains habitants qui ont trouvé le moyen de monter une technologie autour qui leur permet d'avoir de l'électricité, un dynamo, qui leur permet d'avoir de l'électricité. Donc quand on met le moulin en marche, voilà, ça permet en même temps d'avoir de l'énergie qui alimente les ampoules, qui permet de suivre la télévision, charger les téléphones portables et tout le reste. Parce qu'en fait, quand vous allez à Karimama, c'est seulement l'arrondissement central qui est connecté au réseau SBE, je pense bien, en tout cas, qui est connecté au réseau SBE. Mais ce fait que la commune est en proie à des délestages de façon intempestive. Je crois que le jour où nous sommes arrivés, même il n'y avait pas le courant. Je pense que ça fait 3 ou 4 jours avant que le courant revienne. Donc les populations sont obligées de trouver des mesures alternatives, donc l'énergie solaire et l'énergie, je ne sais pas comment on va appeler ça, et l'énergie moulin. Une note culturelle dans cette édition, le quartier Didier de Cotonou a vibré le samedi 5 septembre 2020 au rythme du jeu Arwandou, un jeu très populaire dans la communauté Lakuso-Tofin. L'équipe du quartier Didier a remporté le trophée de la première édition de la coupe de ce jeu. Plongeons dans l'ambiance de cette finale avec nos reporters. L'équipe du quartier Didier vient de remporter la première édition du jeu Arwandou, un jeu atypique de la communauté Lakuso-Tofin du Bénin qui s'apparente au jeu de Ludo. Ce jeu, originaire du village lacustre de Ganvier, a été introduit ici par les habitants du quartier Aïmlanfidé. Cette compétition est l'une des premières à Cotonou. Les premiers à l'avoir pratiquée à Cotonou ne sont plus de ce monde. Cette compétition était juste une distraction, mais nous avons l'ambition d'en faire un jeu rentable tout comme le football. Notre objectif est de le moderniser. C'est la raison pour laquelle nous avons impliqué les élèves dans cette organisation.
mina bayi kakabo mina moderniser bon àwọn dúró na jakwe dinji e na jakwe dinji e na tu de mina bayi helo mi tonwe home ville dogo. Les pratiquants du jeu à rondon s'investissent pour la reconnaissance de ce jeu qui est une richesse du patrimoine immatériel de la communauté Tofin. Do me hen lodo wale yeu me awewe jenu konami yeno yiro metitando. Le jeu à rondon a été introduit au quartier Aïnon-Fidé depuis une quarantaine d'années par deux devanciers qui nous ont laissé la main. Nous l'avons déjà présenté aux autorités compétentes, mais la démarche n'a pas encore abouti. Entre-temps, nous avions organisé des compétitions entre nous pour ne pas perdre la main. Bon, bon mi to asan lo ba si ko epo wepo ka mi to asan lo ba si ko epo ye ju alo e to na mi wa ne do mo lo na mi na ba ido mi na zekpla holule mi wa zekpla nu kon to mi to laji china nu me to nu kon na mi lo e wa yi afodi de ko to je nu kon na mi wende ya afodi de ko je nu kon na mi nlo ma so yan ba si na mi ba bon mi wo vie ton le mi wa nle to mi de me na mi na ba si bo do ze nlo do aga. Les organisateurs ont promis s'investir jusqu'à ce que ce jeu soit reconnu à l'échelle nationale. La finale du 6 septembre dernier a mobilisé beaucoup de monde au quartier Didier. Ce jeu, comment se joue-t-il? Avec combien de joueurs? Des pratiquants nous édifient dans ce extrait d'entretien réalisé par Osnet Toli et Cephas Rungwedi. C'est un jeu qui est pratiqué par nos ancêtres. Et en français, nous pouvons aussi l'appeler le jeu des coris. Je sais pas, on peut aussi un peu le comparer au jeu de Ludo par exemple. Donc pour ces coris, quand on lance et que tous les coris se renferment, on appelle ça communément dans notre jargon poto. Donc si quelqu'un joue au poto en question, donc celui qui est en charge de déplacer les pions, lui, il saura comment faire. Donc si tu as deux pions sur la ligne et que la personne joue poto, il peut déjà gagner les deux pions. C'est possible. Et quand tous les coris sont ouverts, on appelle ça dans notre jargon ogo. Donc le ogo en question, ça se déplace. Si tu as au moins 8 pions sur le tableau, ça peut arriver, il va tout ramasser. Donc c'est comme ça, c'est en fonction de ce que l'autre joue qu'on déplace les pions sur le tableau. Donc si il y a un seul cori qui est ouvert et que tous les autres sont fermés, on parle de siki. Ainsi de suite quoi. Donc quand c'est deux qui est fermé, on parle de ana. Ana, ça se déplace sur 4 tableaux. Et sur 4 carreaux. Sur 4 carreaux. Et le quator dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est sur 11 carreaux. Donc si tu as tes pions placés sur les 11 carreaux en question, il peut arriver qu'on va gagner tous ces pions-là. Donc c'est un peu comment ça se passe. Il y a plusieurs règles. Parce que d'abord, quand tu veux lancer les coris, il faut que tu soulèves bien tes mains. Tu lances ça un peu haut, quoi. Donc c'est un peu ça. Quand tu veux aussi prendre les pions à main pour lancer, il ne faudrait pas que tu tiennes ta main totalement derrière. Il faut que tu restes sur l'aile du jeu pour pouvoir ramasser les pions et lancer. Et aussi, quand on veut déplacer les pions, on tient compte de ce que l'autre a joué. Il ne faudrait pas qu'on vole ça, qu'on vole le carreau. Parce que c'est le nombre de trucs là, c'est ce que l'autre a joué que toi tu veux déplacer. Donc, quand tu fais erreur dans tout cela, l'arbitre peut toutefois te sanctionner. Au niveau des déplacements, il y a 3 personnes qui sont en charge de déplacer les pions. Donc, il y a 2 personnes qui ont le droit de mettre leurs mains sur le tableau. Mais le 3e, lui, il n'a pas ce droit. Il peut parler de la bouche à l'oreille des autres. Donc, il n'a pas le droit. S'il met sa main sur le tableau, il est sanctionné. Il y a 2 équipes.
2 équipes composées de plusieurs personnes. Il y a une équipe du Sud et une équipe du Nord sur le même tableau. On le définit par rapport au tableau qui est au milieu. Donc quand il y a un match qu'on veut jouer, on sélectionne généralement c'est 5 personnes qui restent dans une... il y a 5 joueurs et 3 personnes qui sont en charge de déplacer les pions. Donc ça fait au total 8 joueurs par équipe. Le Nord Awandoum, c'est en fonction des instruments qui sont en charge de ce jeu que nous ayons donné ce nom Awandoum. Parce que c'est un peu comme le Fa par exemple. Parce que le Kori, on se sert de cela pour connaître les signes de Fa. Donc c'est en déduisant de cela, comme c'est un jeu, il vient faire un jeu qui dans l'avenir peut être développé. Donc c'est pourquoi les signes en question, c'est ça qu'on appelle Doum. C'est les signes qu'on appelle Doum dans le Fa. Donc le tableau qui est représenté, qui est devant, et il y a les pions qu'on va faire qu'on doit déplacer. C'est à cause de cela qu'il y a des gens qui sont là et ils sont en charge de déplacer cela. Donc il y a le monde, ce n'est pas un jeu d'une seule personne, bien d'un seul individu. Donc c'est pourquoi on a dit Awandoum. Donc c'est un peu pour valoriser le nom Doum. Mais comme c'est un jeu qu'il y a plusieurs personnes qui doivent intervenir, c'est pourquoi on a dit Awandoum. Je dirais qu'il y a plusieurs points convergents. Parce qu'en Ludo, il y a le dé qui est jeté. Mais là, c'est dans une boîte qu'on fait truc là. Et il y a les pions qui sont déplacés. C'est exactement la même chose avec Awandoum. Donc il y a les koris qui sont jetés et il y a aussi les pions qui sont déplacés. Mais la différence c'est que les pions ne se déplacent pas, on ne jette pas les pions sur le tableau. Mais c'est sur un air de jet, sur la terre ferme qu'on jette les pions. Et peut-être sur une terrasse aussi, ça dépend. Donc, et l'autre côté, les pions se déplacent sur le tableau. Et aussi, il y a plusieurs personnes qui interviennent, qui forment une équipe, ce qui n'est pas le cas de Ludo. Donc, je dirais que c'est un peu ça, les points communs et les points de divergence. L'actualité internationale d'aujourd'hui débute par la République démocratique du Congo, où 58 personnes ont été tuées dans 2 massacres dans la région de l'Ituri. En Afghanistan, les talibans et le gouvernement afghan ont prévu des pourparlers pour restaurer la paix. Aux États-Unis, un demi-million de personnes ont été évacuées en raison d'un incendie. Un autre incendie, cette fois à Beyrouth, la capitale du Liban, dont le port a été victime d'un incendie ce jeudi après l'explosion du 4 août dernier. Une compilation proposée par Sadat Badamassi. Les 58 personnes ont péri dans 2 massacres en quelques jours dans la province d'Ituri, située dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Depuis 2017, cette région est victime à des flambées de violence. D'abord, 23 personnes ont été tuées le 8 septembre 2020, puis 35 2 jours plus tard, dans la région forestière de Chabi, en territoire d'Irumu, proche de la frontière ougandaise. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, Adjo Chidi, le groupe armé d'origine ougandaise des forces démocratiques alliées ADF est à la base de ces 2 massacres qui ont provoqué un mouvement important de la population. Il affirme également la présence aussi de l'armée congolaise sur les lieux du crime. Les talibans et le gouvernement afghan dérouleront des négociations de paix demain le 12 septembre 2020 à Doha, la capitale de Qatar. Ces pourparlers retardés depuis plus de 6 mois vont permettre de mettre un terme à près de 19 ans de conflit entre les 2 parties en Afghanistan.
prévues en mars, les pourparlers entre les deux camps ont été reportés en raison du désaccord persistant sur l'échange de quelques 5000 talibans prisonniers contre 1 millier de membres des forces afghanes. Mais dans l'objectif de restaurer la paix entre ces deux camps, le gouvernement afghan a fini par libérer les détenus qui sont condamnés à mort pour des tentatives d'assassinat des étrangers et des Afghans. 500 000 personnes ont été évacuées hier des lieux de l'incendie baptisé August Complex Fire, qui s'est déclaré par l'assemblage de 37 feux qui ont touché la forêt de Mendocino à partir du 17 août dernier. Ces 5000 personnes ont été évacuées dans l'État de l'Oregon alors que les pompiers luttent contre des incendies d'une ampleur sans précédent sur toute la côte ouest des États-Unis. Cet incendie a causé au moins 15 morts au cours des dernières 24 heures en Californie, dans l'Oregon et à Washington. Après le drame de l'explosion du port de Beyrouth depuis plus d'un mois, un incendie s'est produit hier jeudi 10 septembre 2020 en début d'après-midi au port Beyrouth, la capitale du Liban. La cause de cet incendie reste pour l'instant inconnue, mais il s'est déclenché dans un hangar où sont stockés des pneus ou des huiles de moteur, des matières hautement inflammables. En quelques minutes, le feu s'est étendu à d'autres entrepôts, provoquant un vent de panique. Les pompiers libanais ont éteint ce vendredi 11 septembre 2020 les dernières flammes du sinistre. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir été fidèles. Bon week-end à vous.